Après ce long week-end, que j'espère qu'il a été merveilleux pour vous, de retour aux informations. Mesdames, Messieurs, bonsoir, très heureuse de vous retrouver. Il n'y a pas de mercenaires dans le pays, a déclaré Gary Coney. Le Premier ministre a répondu aux appréhensions du Conseil présidentiel de transition et a donné des informations sur les agents de la compagnie Studebaker présents en Haïti. Malgré la victoire partielle des forces de l'ordre et la présence de blindés de la PNH, la situation reste tendue à Solino. Encore ce lundi, des résidents rapportent des cas de personnes blessées dans ce quartier. Également au titre de ce lundi, les dirigeants doivent s'unir pour lutter contre les gangs, selon Luqman Delil. L'ancien ministre de la Justice estime que leur désaccord favorise l'expansion des gangs armés. On démarre ce journal pour ce dossier ayant suscité beaucoup d'inquiétudes la semaine dernière. Les rumeurs concernent la présence de mercenaires dans le pays. Le Conseil présidentiel de transition a rencontré le Premier ministre Gary Coney ce lundi 4 novembre sur la question de la compagnie de sécurité Studebaker. La primature a précisé que le chef du gouvernement a répondu aux questions du CPT à ce sujet. Concernant les rumeurs sur des mercenaires, la primature a clarifié qu'il s'agit de 8 formateurs policiers venus renforcer les compétences des forces haïtiennes dans la lutte contre la guérilla urbaine. À la suite de cette rencontre, le ministère de la Justice a annoncé un programme de formation en collaboration avec l'entreprise internationale Studebaker Group visant à renforcer les compétences de la police nationale d'Haïti selon les normes internationales, avec un encadrement supervisé par la Direction générale de la PNH. Les précisions du Premier ministre Gary Coney. Nous connaissons mercenaires là. Mercenaires là sont mon ballon cob. Et puis il n'y a aucun intérêt idéologique, politique dans le combat. Il prend cob là pour la goumer, pour la tuer, pour la faire bailler pour. Garantie que je vais aujourd'hui pour me commencer. Pour me commencer, pour me répondre à une question directe, sans passer par bois. Pas gagner mercenaire sous sol d'Haïti. Ça n'a pas existé. Maintenant, je veux tout que nous connaissons. Que les gens qui face à prendre toute disposition, à faire tout ça la loi, bonne autorité pour me faire. À faire tout ça dans la légalité, que la loi, la constitution, tout moyen que la loi ban moins. Pour me kembe Solino, pour me kembe Akaye, pour me kembe Ponsonde, pour me retourner sous CAF. Non pour moyen légal que m'a à ma disposition, que je ne vais pas utiliser. Je garde force police, c'est lui qui guide moi. C'est lui qui dit ça a besoin, ça n'a pas besoin. C'est lui qui dit côté le coller, côté le pas coller. Responsabilité PAM, c'est l'heure dit me coller pour me décoller. Maintenant question liée à CPTA. Une expression qui dit rager quand pile oreilles et le milieu n'a pas avancé là quand pile oreilles. Qui ça mouait depuis 4 mois. Policiers planifient opération. Ils prennent toute disposition pour faire belle opération. On va commencer l'opération, bandit gen tan connaît. Qui ça mouait au cours des 4 mois? Pas plus tard qu'avant-hier, nous et la police font opération côté le prend une agent, c'est lui qui a distribué. Bon tout dit nous ça. Plupart de policiers que moi, c'est net qui pour venir servir, qui viennent bataille, qui viennent protéger. 2-3 grains nous gagnons, c'est autant. Nous vivons une situation là à côté maringouin a volé, nous pas contre sac mâle, sac femelle. Nous vivons un moment très drôle. Nous joignons que des gens qui t'a supposé à appuyer transition, c'est eux qui a essayé de faire transition pas marcher. Donc nous avons retenu 3 bagailles. Dormez en paix. Pendant là pas de mercenaires sous territoire haïtien. 2, soyez convaincus que tout ça qu'a fait, toute ressource qui gagne, quel que soit côté lié, nous pouvons le chercher. Parce que nous pas qu'à perdre du territoire encore et nous attendons pour retourner dans la caillou. 3, oui, il y a des bagailles n'a dit, il y a des bagailles nous pas dit. Situation ça trop sérieuse
pour nous laguer information qui est capable préjudiciable à policiers qui baillent 100 € pour nous. Autre information, le Premier ministre Gary Conille a révélé lors du premier forum citoyen que les conseils des ministres sont suspendus depuis environ 3 semaines à raison de tensions avec le Conseil présidentiel de transition. Il a exhorté le CPT à publier l'accord du 3 avril au Moniteur, à créer un Conseil national de sécurité et à nommer des directeurs généraux ainsi que des agents exécutifs intérimaires dans les différentes municipalités. Le docteur Conille a également évoqué les démarches en cours pour un potentiel remaniement ministériel. Ses propos à nouveau. Moi, je pense que si nous avons recentré les relations autour d'un certain point, nous avons de bonnes chances pour y finir. Premier bail là, définitivement, il faut que le Conseil présidentiel a publié l'accord 3 avril. L'accord 3 avril, c'est la transition. Deuxième bail là, il faut que le Conseil présidentiel ramène le secteur dans le dialogue. Là. Troisième bail c'est que je vais demander CPTA, il faut que le publie au CAG là. Au CAG là, c'est structure qui fait suivi, qui garde travail gouvernement avec travail président et qui assure transparence, assure performance. Au CAG là, son structure tel accord 3 avril là, nous pourrons demander conseil présidentiel là pour le publier. Quatrième bail là, nous avons demandé conseil présidentiel là pour l'accélérer mise en place Conseil national de sécurité. Conseil ça va permettre une plus grande participation dans la question de sécurité et nous avons plus grande visibilité et plus d'opinion dans jeune gérer sécurité. Cinquième bail là qui est important, nous avons demandé Conseil présidentiel là encore pour l'avancer rapidement sous nomination directeur général. Nous n'avons pas demandé pour l'avancer rapidement. Nous dit ce n'est pas le cas de commune 15 mais dans la réalité, nous avons presque 48% de communes qui ont dysfonctionnement dans la mairie. Nous avons des mairies qui ne pas quand même dépenser l'argent parce que nous avons des gens qui pas gagné. Nous avons demandé encore, nous t'ai proposé aux gens pour faire c'est eux qui ont choisi. Nous avons dit encore avancer sous commune, côté pas gain délégué, pas gain vice-délégué. Nous avons demandé pour avancer sous choix ça permet de nous retrouver en harmonie. Mais très important, et ça m'a dit nous, l'on met des oreilles à terre, l'autant des leaders politiques, l'autant des secteurs, l'autant des gens qui suivent la situation politique là de près, l'autant des gens qui perdent confiance dans l'État. Nous demandons CPTA pour le trancher une fois pour toutes, sous cas 3 membres CPT qui sont inculpés dans le cadre de l'article 2 décret. C'est responsabilité CPTA pour le dire un mot sur ça. Parce que la population veut clair, veut qu'on commence CPTA. Donc moi-même, mais ça m'entendez. Et je crois que si avec CPTA, nous arrivons à recentrer la conversation, nous allons retrouver l'harmonie qui te permet de nous faire, ça nous fait durant ces 5 derniers mois. Ils ont invité nous pour nous discuter de un remaniement de cabinet ministériel pour nous être capables d'avancer. Question là, s'allier sont question bien simple. Nous pas contre le remaniement du tout, au contraire. Mais nous avons une équipe principe que nous avons qui respecte 80% du gouvernement. Ce n'est pas la même. Il est la même CPT. Et c'est comme ça l'accord là tayé. Accord là sorti pour permettre participation au secteur, dans le processus du gouvernement, avec un arbitre qui est neutre. Donc, vous pouvez comprendre que dans ces contextes, côté que 85% du gouvernement déjà dans le côté sac pas dans la neutralité, je pas dans Gary puisque moi-même moi pas candidat à rien, moi pas aucune ambition politique, c'est très facile pour nous avancer. Maintenant, crédibilité transition dépend du fait que l'homme dit nous bagaille moi faire dans la mesure de mes moyens. Et l'homme font un changement, on comprend pour qui ça. Leur une situation où on travaille avec en transparence pour m'expliquer mes objectifs là. Pas de yin-hang, on avance sous le remaniement dans les secteurs que nous connaissons qu'à avancer, mais on fait avec un pile maturité, avec un pile conviction pour la population, comprendre ça n'a fait et pour l'acheter là avec nous. Les dirigeants du pays vont devoir faire preuve de dépassement s'ils veulent en finir avec les gangs, assure l'ancien ministre de la Justice, Lukman Delil. Invité à la rubrique Le Point ce lundi, il a énuméré 5 conditions à respecter pour sauver le pays. Dans le cas contraire, le risque de précipiter le reste de la jeunesse dans les gangs est important, craint le coordonnateur de l'organisation Debout Citoyens. Écoutons Lukman Delil.
Premièrement, nous avons besoin d'équipe patriotes, haïtiens, filles ou garçons, qui aiment le pays. Ce n'est pas bluffé. Nous aimons le pays dans l'âme. Un. Deuxièmement, nous avons besoin d'équipe là, il ne faut pas avoir un rapport de près, de loin, de très très loin avec gang terroriste. 3. Il faut avoir une volonté politique réelle pour le problème de résoudre. Il ne faut pas sous bluff. 4. Il ne faut pas peur. Sous peur, ça certaines presse pral dit, ça bandit pral faire, ça pral dit, et ça l'autre monde pral dit, ou pas ka faire. Et cinquièmement, l'État est bourgeois, que l'État cherche moyen bay tête li pour nous affronter gang terroriste car yo pas fait bac. C'est des gens qui ont des esprits diaboliques, pas rien au monde qui a fait bac. Nous avons des gens qui ont dit, il faut parler avec eux, parler qui ça. Le gouvernement passé, il fait tout le temps pendant des décisions à négocier avec gang. Mais le résultat, il mettait tout à genoux. Et c'est une mauvaise stratégie, stratégie n'est pas bon. C'est 2 gens pour résoudre le problème. Non. Ou bien accepter de déposer les armes, il y a l'ancien DDR, Jean-Président Préval de fait, ou bien affronter eux. Yon ou l'autre, ce n'est pas un ministre et pour un président pour aller par la gang, une institution que le président s'est créé les CNDDR, ou bien accepter les armes dans le CNDDR, ou bien l'État affronter eux. Périsse la colonie demeure le principe. D'accord? Pas de question de négociation avec les terroristes. Que le pays disparaisse, pas de question de négocier avec Mounsaou. Ce n'est pas possible. Il a fait longtemps, il n'y a pas jamais de résultat, mais côté le mettez nous. Et si nous continuons à faire, nous avons perdu jeunesse, nous avons perdu pays net. Parce que tout le monde va entrer dans la gang. Parce que c'est l'impunité, nous avons parlé tout à l'heure, eh bien, pour qui ça n'est pas entrer dans la gang, il ne va pas arriver. Toutes les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont là, majorité dans la gang, oui. Si vous ne connaissez pas les gens longtemps, il faut prendre précaution même ou libre lui. Tellement le pays a piégé. Tout jeune qui faut là, c'est avec gang, sans blague. Parce que c'est au l'argent, mais oui, c'est vérité. C'est vérité. Belle mesdames qui a passé. Ah oui, mais c'est au l'argent, mais ça, c'est un privé. Son chef de gang, pour aller dans la zone, Jean, professeur Michel Soukar, comme ça, lui, t'es qu'on dit, il dit si tel bagage là, ça le pays après aller là, si ça être comme ça, son chef de gang, va entrer, sortir, et ça privé nous là. Donc ça veut dire que, si vous entrez dans la logique de négociation avec, vous perdez du pays net, vous n'avez aucune chance pour sortir encore. Parce que tout le monde va entrer dans la gang, il va dire son bon bagage lié. C'est ça le va dire. Ce serait la mode. Alors. Ah oui, mais c'est ça là. Il faut nous éradiquer les gens qui ont fait, les gens qui ont résoudre le problème. C'est chercher pour chercher là. Et les gens qui ont au pouvoir, pas comprendre, demain matin, tôt ou tard, payer ça tout même. Parce que c'est dans le pays, oui. Tôt ou tard, payer. Qui est logique. Faire petit bagay clan et puis pays a disparaître que pas ça. Autre grande question d'actualité, en dépit de la présence de blindés de la police nationale, la situation reste tendue à Solino où des individus armés continuent de semer la terreur. Des résidents signalent des cas de personnes touchées par des balles perdues, notamment au niveau de la ruelle Caravelle ce lundi 4 novembre. Face à ce climat de violence, des habitants de la zone appellent les autorités policières à se déployer sur le terrain pour lutter contre les gangs. C'est un reportage de Réti Fortuné. Les détonations continuent de retentir dans tous les quartiers de Solino. Dans cette zone, la terreur provoquée par les gangs armés est omniprésente. Dans ce climat, commerçants, parents et notables essaient de vivre normalement. En dépit de la présence de véhicules blindés de la PNH, la situation reste hors de contrôle. D'après moi, l'État haïtien va régler dans le pays d'Haïti. Imaginez, depuis 17 octobre, pas de monde qui a dormi. Tout le monde s'est couru, qui était caillou, mais si monde ne va pas à l'école. Toutes ces activités entre 50 gouttes, on ne va pas marcher. C'est brûler caoutchouc, marcher brûler caillou. L'État pas régler rien, qui a démissionné. Tout a changé depuis que les bandits armés ont contraint de nombreuses personnes à fuir plusieurs localités déjà tombées sous leur contrôle. Jeannette raconte son calvaire. Mal pile parce que je ne peux pas travailler encore, je ne peux pas brasser. Je fais mal, je retourne, je courir, je casse, je ne peux pas encore. Parce que la situation est trop difficile pour nous. Et malheureusement, nous n'avons rien à brasser, nous ne pouvons pas brasser encore. Ils appellent les autorités à prendre des dispositions. Mais à Solino, seule la résistance des brigades de zone empêche encore les gangs d'avoir la même mise sur cet espace. Un brigadier qui a participé activement à la lutte contre les gangs dévoile les dessous de plusieurs mois de mobilisation sans relâche pour préserver le quartier des assauts répétés des bandits. Et nous-mêmes, nous toujours collaborer ensemble.
Ça, je dis là, si il y a 5 personnes qui te font camp pour côté, après-demain, ou bien même plus tard, nous avons l'autre 5 personnes qui prennent la relève. Ça veut dire, si nous avons pain tout, nous mangeons ensemble. Si nous avons un petit goût de l'eau tout, nous partageons ensemble jusqu'à ce que nous supportions l'autre. Parce que c'est plus grosse force que nous gagnons dans ce là. C'est unité nous gagnons. Cependant, en raison de leur manque de moyens et devant la menace représentée par les bandits, la situation risque de se détériorer, craint le brigadier. Il se montre inquiet, tenant compte du caractère stratégique de Solino. Là, Solino libat sous Nazon, Crissois, La Lue, Canapé Vert, Bourdon et même Pétionville. Toute zone ça, c'est des données. Si bandit yo accaparé Solino, je dis là, toute zone ça même, yo pas épargné avec vivre ensemble. Parce que bandit c'est ça besoin pour sortir dehors, pour capable faire recette, venir faire kidnapping, venir enlever moun ou bien venir violer petit moun en Solino. Après plus de 3 semaines de terreur imposée par les individus armés au niveau de Solino, les forces de l'ordre annoncent avoir repris le contrôle de la situation. Cependant, sur le terrain, la situation est chaotique. Le calme qui y règne est très précaire. Jusqu'à ce lundi, des victimes de balles perdues ont été recensées dans plusieurs quartiers de Solino. Jerry Torchon et Richie Fortuné pour Télémétropole. Toujours dans ce chapitre, une vingtaine de soldats des FADH participent à une formation en France. Au total, 25 soldats des forces armées d'Haïti ont quitté le pays dimanche pour aller participer à une formation à Fort-de-France, en Martinique, informe le ministre de la Défense Jean-Marc Berthier-Antoine. Plusieurs dizaines d'autres les suivront bientôt au Mexique, en Argentine et ailleurs, ajoute-t-il. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre les forces armées françaises et les forces armées haïtiennes. Intéressons-nous à présent aux élections américaines, un dossier au cœur de l'actualité mondiale. La perspective d'une réélection de Donald Trump suscite de vives inquiétudes au sein de la diaspora haïtienne, particulièrement aux États-Unis. Beaucoup se rappellent des politiques migratoires restrictives et aussi des propos controversés de son administration qui ont souvent ciblé les communautés immigrées, y compris les Haïtiens. Sous sa présidence précédente, des mesures telles que la fin de la protection temporaire pour des milliers de ressortissants haïtiens avaient généré une insécurité palpable. Cette situation, combinée à des commentaires jugés offensants, a laissé des cicatrices au sein de la communauté qui craint un retour à ces politiques. La présidence de Kamala Harris apporterait-elle un changement significatif à la politique étrangère des États-Unis? Pour en discuter, nous recevons via Zoom le leader du parti UNIR, Clarence Onoy. Clarence Onoy, bonsoir, bienvenue à Metro News. Bonsoir Berline, c'est un plaisir d'être avec vous sur Metro News. Justement, nous sommes ensemble en ce moment. On peut dire que tous les yeux sont rivés sur les élections américaines. Mais nous allons aborder justement les enjeux pour Haïti. Vous êtes un leader en Haïti. La première chose, comment une victoire de Donald Trump, selon vous, peut affecter la situation en Haïti, notamment avec son annonce d'expulser des milliers d'Haïtiens? Oui, bon, c'est-à-dire cette année, on a un intérêt particulier à suivre les élections aux États-Unis, et je dirais pour plusieurs raisons d'ailleurs. Et vous avez évoqué la menace qui pèse sur la tête des Haïtiens qui sont arrivés au cours de ces 2 dernières années aux États-Unis dans le cadre du programme de Biden Parole. Et Trump a fait de l'immigration un élément clé de sa campagne électorale et qui semble avoir motivé beaucoup d'électeurs américains derrière lui. Donc, il y a un vrai problème d'immigration. Donc, si Trump arrivait au pouvoir, effectivement, il y a cette menace qui pourrait être exécutée, c'est-à-dire expulser des Haïtiens. Mais est-ce qu'il pourra le faire tout de suite en arrivant? Je doute. Mais pour maintenir sa promesse électorale envers ses électeurs et républicains, il va pouvoir le faire. Mais aussi, il faut considérer qu'il y a un vrai problème d'immigration aux États-Unis et que Kamala Harris elle-même, comme candidate, a reconnu qu'il y avait ce problème et qu'il fallait résoudre ce problème. Vous remarquerez avec moi, Madame Osberlin, que même pendant cette période d'élection ou bien de campagne électorale que nous vivons, il y a des Haïtiens qui sont assez régulièrement expulsés des États-Unis par avion. Donc, avec Trump, ça serait une expulsion massive, pas que des Haïtiens, mais pour ce qui nous concerne, ça serait un problème sérieux
sur la sécurité, sur l'économie et sur beaucoup d'autres aspects qu'il faut considérer. Parce que plusieurs dizaines de milliers d'Haïtiens ont pu bénéficier, je dirais même des centaines, ont pu bénéficier de ce programme et sont partis aux États-Unis au cours des 2 dernières années. Outre cette question migratoire, il y a d'autres aspects qu'on doit considérer, c'est la situation sécuritaire, vous l'avez évoqué justement, mais une victoire de Donald Trump, est-ce que ça ne risque pas d'annuler la mission multinationale en Haïti? Avant d'en arriver là, si vous permettez, je ferai un petit regard sur le monde. Vous savez, ce n'est pas que les Haïtiens, que nous en Haïti, qui sommes préoccupés ou bien intéressés à savoir, à connaître l'issue de cette élection présidentielle américaine tout à fait particulière. C'est le monde. N'oubliez pas que Trump a dit qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine, qu'il éviterait d'autres guerres dans le monde, le Proche-Orient, etc. Donc, il y a une promesse électorale de Trump de ne pas engager les États-Unis sur des théâtres étrangers, que de se focaliser sur les États-Unis, l'America First, les États-Unis d'abord, ou encore Make America Great Again, comme c'est son slogan de campagne depuis maintenant plusieurs années. Donc oui, effectivement, on pourrait assister à un retrait peut-être de l'engagement des États-Unis sur le plan sécuritaire en Haïti, même s'il n'y a pas de soldats américains sur le sol haïtien, mais il y a un engagement, un investissement de plusieurs centaines de millions de dollars qui a été fait par le président Biden, qui pourrait s'évanouir parce que justement Trump n'est pas Biden. Trump ne sera pas non plus Kamala Harris pour engager beaucoup d'argent dans la sécurité en Haïti. Donc c'est une question qui intéresse beaucoup les Haïtiens, mais pas que les Haïtiens, comme je vous l'ai dit, le monde aussi. J'imagine que ce soir en Ukraine, les gens vont suivre les élections pour savoir si Trump gagne. Et si Trump gagnait, donc ça pourrait mettre la fin à la guerre et donc la victoire de la Russie quelque part. Et les Russes sont très, très intéressés à cela. Donc oui, les enjeux sont énormes, pas seulement pour Haïti, mais pour le monde. Et je crois que ce que nous devons retenir dans cette question que vous avez posée sur les enjeux et pour Haïti, mais aussi pour le monde, c'est que avec cette élection, on se rend compte que les États-Unis est vraiment la première puissance mondiale. Puissance économique, puissance militaire, mais puissance aussi parce que tous les yeux, justement, comme vous l'avez dit en introduction de ce programme, sont rivés vers les États-Unis, sur les États-Unis, pour suivre le résultat de cette élection. Et aujourd'hui, en tant que leader, donc une victoire de Kamala et de Trump, c'est difficile à prédire puisque c'est un match assez serré, on va dire, à présent. Oui, je laisserai les experts parler parce que moi, je ne suis pas trop bien renseigné, mais je sais que la question des swing states, les États qui sont des États balanciers, qui votent une fois à droite, une fois à gauche, une fois républicain, une fois démocrate, peuvent changer le cours de cette élection. Mais je voudrais retenir avec vous aussi, Osberlin, quelques points majeurs de cette élection. Il y a plusieurs éléments. Kamala Harris est la première femme noire vice-présidente des États-Unis qui pourrait devenir la première femme présidente noire des États-Unis aussi. C'est une première. Mais il y a aussi une autre première pour Trump, si vous voulez, parce que Trump, c'est peut-être l'un des rares candidats à la présidence aujourd'hui qui était président dans le passé. C'est un comeback, un retour en politique qui serait majeur. Je crois qu'il y a un seul président américain, si ma mémoire est bonne, c'est Grover Cleveland, qui avait réussi un comeback en élection comme ça. C'est-à-dire Trump a fait un premier mandat de 2016 à 2020. Il est parti donc en 2021, janvier 2021, et il l'a fait un temps en dehors de la politique, mais tout en réclamant qu'il avait gagné les élections de 2020, et pour revenir encore aujourd'hui. Ça serait un comeback, donc une première. L'autre élément aussi à considérer, qui n'est pas moindre, c'est le fait que le président Joe Biden s'est retiré de la course. Généralement, le président en exercice, il rempile, c'est-à-dire il va se représenter comme candidat. Mais avec son âge, toutes les gaffes qu'il avait commises pendant ces derniers temps, il a dû céder sa place à Kamala Harris. Donc, ce sont des éléments extrêmement importants et intéressants à voir aussi dans cette élection américaine. Est-ce qu'il y a des points particuliers ou des choses particulières qui retiennent votre attention en tant que leader politique haïtien lors de ces élections? Vous savez, cette élection américaine, moi, personnellement, comme
personnes engagées en politique en Haïti me montrent trois choses importantes aussi intéressantes. C'est-à-dire, on se rend compte que la démocratie américaine, qu'on croyait parfaite, parce que les élections aux États-Unis, c'est l'affaire d'une campagne électorale presque parfaite, les résultats des élections sont connus le même jour, mais cette fois-ci, il y a des doutes que les élections puissent être connues, les résultats puissent être connus le même jour, avec des risques aussi qu'il y ait des émeutes aux États-Unis. Et les États-Unis se préparent à cela. C'est-à-dire qu'il y a une mondialisation de l'élection américaine aujourd'hui qui fait plus de risques, si vous voulez, sur... Oui, je vous disais que comme ça a été le cas en 2021, notamment avec l'assaut au Capitole. L'assaut au Capitole. Ceci nous a montré la fragilité de la démocratie aux États-Unis. Est-ce que nous allons assister aussi à une crise maintenant aux États-Unis avec ce qui se prédit aujourd'hui, c'est-à-dire des émeutes dans les États et la contestation des élections. Donc il y a une tiers mondialisation des élections. Mais aussi il y a deux autres faits rapidement à souligner, c'est la force de l'argent, la puissance de l'argent de la campagne électorale. Kamala Harris a $1 milliard investis dans cette élection de plusieurs sources, et Trump 750 millions, peut-être plus, avec le poids de Elon Musk, par exemple, dans cette élection. Et aussi, on a vu dans cette élection la forte présence, l'engagement des grandes figures de l'entertainment américain, c'est-à-dire des stars de la chanson de Hollywood. Voilà, des grandes vedettes, des grandes stars qui sont engagées dans la politique pratiquement pour venir soutenir leur candidat Kamala Harris, qui pourrait effectivement devenir la première femme noire présidente des États-Unis. Donc pour conclure, rien n'est encore joué. Donc nous attendons donc les résultats de ces élections avec impatience. Tout à fait. C'est le monde qui attend. Justement, le monde attend. Merci encore à vous, Clarence Saunois, d'avoir été avec nous. Voilà donc l'analyse du leader du parti Unir, Clarence Saunois. Il était l'invité de Metro News ce soir. Avec lui, on parlait des élections présidentielles américaines. Nous arrivons au terme de cette édition. À votre partir, le rappel des points qui ont été développés ce soir. Il n'y a pas de mercenaires dans le pays, a déclaré Gary Coney. Le Premier ministre a répondu aux appréhensions du Conseil présidentiel de transition et a donné des informations sur les agents de la companiste Baker présents en Haïti. Malgré la victoire partielle des forces de l'ordre et la présence de blindés de la PNH, la situation reste toujours tendue à Solino. Encore ce lundi, des résidents rapportent des cas de personnes blessées dans ce quartier. Et puis les dirigeants doivent s'unir pour lutter contre les gangs, selon Luqman Delil. L'ancien ministre de la Justice estime que leur désapport favorise l'expansion des gangs armés. Voilà ce qui met fin à notre premier rendez-vous de l'actualité pour la semaine. Merci infiniment de votre attention et de votre confiance. On se retrouve demain. Bonsoir.